Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Après une petite semaine de coupure tout simplement, on se retrouve pour un nouveau petit bilan. On l'avait fait la semaine dernière avec Seb et justement j'ai le plaisir de retrouver Seb aujourd'hui pour enregistrer donc une nouvelle pastille de nos émissions et faire le point. Tout simplement on a décidé de la thématique avec Seb, un retour sur le premier mois de compétition. Salut Seb. Salut Charles. Alors Seb, on va essayer de découper notre émission en plusieurs parties. Peut-être une première sur Tadej Pogačar, qui revient de la même manière qu'il avait terminé la saison. Ensuite, un petit débat sur, comment dirais-je, la 23e équipe ou pas sur le Grand Tour. On vous donnera quelques informations. Nos coups de cœur aussi depuis le début de la saison, donc un programme plutôt complet donc pour cette première Seb, et on va commencer par Tadej Pogačar, impérial encore pour sa première sortie. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui s'interrogeaient, même si des fois c'était sous le ton de l'humour, avec la première étape là où il attaque à un moment où il n'y avait pas forcément moyen de le faire dans un petit talus là, juste à 30 km de l'arrivée. Et puis après, il se ravise parce que le vent était de face. Et puis après, on le voit à 450 mètres de l'arrivée, à peu près, là, 400 mètres, y aller devant et puis lancer sur un plateau à Milan. Ah, il y avait eu juste avant aussi la chute, là où il a quand même eu de la chance parce qu'il aurait pu être impliqué dedans avec dans sa roue Molano qui a été par terre. Sur le côté, eh bien amouché. Donc c'était un peu sport quand même la première étape. Et puis, mais bon, il a eu quelques critiques. Après, voilà, le lendemain, c'était le chrono. Donc, et là, il est dans ses standards hein, parce qu'habituellement, j'ai regardé. Il avait fait 4e l'année où Ghana gagne, etc. Il avait fait deux fois 4e, donc là il est 3e, donc il est dans les temps de Ouais. passage, même pas D'ailleurs, mal on du vous tout. précise si vous écoutez l'émission un petit peu plus tard, on est mercredi Ouais. soir au moment où on enregistre, comme ça vous avez la date pour vous caler, bien entendu. C'est pour ça que tu parles de cette première étape, cette arrivée en montagne à Arabel Race. Donc ça c'était lundi, aujourd'hui on est mercredi, et donc le chrono c'était hier. Donc, et oui, il a fait un bon chrono, il a pris du temps à tout le monde, sauf à Bissegger qui est bien revenu à un bon niveau, et puis Tarling on attendait vainqueur. Bissegger, ouais, moi je voyais bien Pogacar deuxième, mais Bissegger est revenu à un bon niveau. Voilà, donc il est dans ses standards. Et aujourd'hui, du coup, puisque il y avait l'étape à Djabel Jaïs, eh bien, il l'a gagné comme il l'avait fait il y a quelques années et assez facilement, hein, parce qu'il aurait pu faire même un écart, parce qu'il se relève longtemps à l'avance et quand même avec sa facilité habituelle. Donc Il n'a peut-être pas qu'il y en a forcé certains. son talent, Seb. C'est vrai que c'est un peu le point de départ de notre réflexion. C'est pour ça qu'on voulait faire une petite partie sur Pogacar. C'est que le talent, il s'est pas envolé pendant l'intersaison. On a l'impression qu'il est vraiment dans la continuité de 2024 et que, sans faire de conclusion hâtive, mais voilà, ça risque d'être du même acabit que la saison passée. Oui, son talent, enfin sa force, tout ça, ça va pas s'évaporer. En plus, on avait des indicateurs pendant l'hiver, hein, quand, il y a eu le temps battu là, le meilleur temps sur le col des Rats, au mois de décembre, là, juste avant, Noël. Ça avait quand même fait, du bruit dans les réseaux, dans les médias et donc c'est qu'il était bien lancé par son équipe pour battre le record. Voilà, on savait qu'il voulait gagner parce que il est sur la terre de son équipe, hein, de son sponsor, donc forcément c'est une motivation. Ils l'ont pas gagné depuis qu'il est parvenu, donc depuis 2022, je crois. Donc pour eux, voilà, ils voulaient à nouveau remporter, et qui mieux pour le remporter que Pogacar, même si c'est pas encore fait, qu'il reste 4 jours. C'est quand même mieux d'avoir Pogacar pour essayer de gagner cette course que d'y aller sans lui, même s'ils ont déjà fait des podiums. Donc là, l'objectif c'était ça, hein, c'était de regagner cette course pour la maison. Et oui, il était bien là, mais il n'y avait pas forcément de doute à avoir. Après, la première étape, c'était quand même difficile de pouvoir battre Milan, et ça aurait peut-être quand même été une surprise qu'il le batte comme ça, parce qu'on sait que sur ce terrain-là, y compris quand ça monte, Milan est quand même très costaud. Et puis au contre-la-montre, il est là, encore une fois, il est battu par Tarling, mais c'est pas forcément une surprise. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, il maîtrise et en plus on l'a aidé aussi, enfin on l'a aidé entre guillemets parce que il a quand même pas la meilleure équipe dans la montagne, mais en même temps sur les tours, t'as pas forcément beaucoup besoin de grimpeurs.
et il avait Jevine qui l'a Oui, aidé, parce que mais Seb, avant c'est vrai ça qu'en dehors de Jevine, les deux équipiers qui travaillaient avant, c'était Mikkel Bjerg et Domen Novak. ouais, donc beaucoup de coureurs, plutôt bons sur le plat, même si Bjerg déjà, te rappelle-toi, une année sur le Tour de France, l'équipe était décimée et puis Oui, on l'a surtout fait sur une vurer montée direct. roulante comme ça, parce que pour ceux qui n'ont pas Ouais. suivi, Rebel Race, c'est une montée très longue, mais c'est une autoroute et les pourcentages Oui. sont pas énormes. On bénéficie vraiment d'un appui énorme en restant au chaud dans le peloton. Oui, il l'a dit lui-même hier que c'était les sprints entre les grimpeurs, ce qui lui allait bien, et qu'il allait arriver avec un petit groupe. Donc ça arrive jamais, pratiquement seul, sauf peut-être Vingegaard une fois qui avait gagné, là où il avait pris un tout petit peu il y a quelques années, avant son éclosion là, voilà, je me rappelle de ça, où il avait peut-être fait un écart ici. Je crois que c'était là qu'il avait gagné, Vingegaard, mais Oui, il me semble. ouais, ouais, voilà. Donc c'est bien plus dur, dimanche, prochain à Djabel Laffite et puis, bah, aujourd'hui, il aurait même espéré, que garder le maillot de champion du monde pour demain, enfin il va le garder, mais le porter alors que et que donc, Tarling conserve, le maillot de leader, ce qui n'est pas le cas parce que Tarling a bien tenu, mais jusqu'au dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres où il a un petit peu flanché, mais il perd une vingtaine ou trentaine de secondes. Donc voilà un peu le résumé un peu du coup même complet au-delà de Pogačar, mais ça va bien et puis bah écoute, il faut voilà, on verra la suite là, mais c'est quand même On- bien parti pour que ça puisse revenir, au niveau de la maison cette victoire, même s'il reste encore 4 jours et puis Oui, bah sauf après on incident, peut on peut dire que c'est plié et on verra la suite. On va pas trop ouais. non plus s'attarder sur Pogacar. Seb, on voulait lancer un petit débat parce que c'est vrai qu'on en discute entre nous sur notre conversation des commissaires de course sur le fait que ça traîne cette année, les invitations pour les grands tours. Quand on dit ça, ça se Mmh. trouve, demain, on va avoir les invitations et le débat sera assez futile. Mais voilà, on trouve que c'est intéressant. D'habitude, c'est quand même assez tôt, pas toujours pour le Tour de France, mais le Giro va venir au mois de mai. On est déjà, oui, on a passé la mi-février, donc on a l'impression qu'on est un petit peu dans l'expectative. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a pas un débat, mais il y a une réflexion qui se fait depuis quelques semaines, voire quelques mois, sur la possibilité d'avoir une 23e équipe au départ du Tour de France, de la Vuelta et du Giro. On sait que c'est dans les tuyaux. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui en ont parlé publiquement de ces réflexions-là. Et ça, d'après les infos que j'ai pu récupérer cette semaine, l'UCI a demandé tout simplement à toutes les équipes World Tour et Pro Team de voter sur le sujet. Si j'ai bien compris, le résultat serait imminent, puisque les votes devaient être clos là aujourd'hui ou en tout cas cette semaine. Donc on verra bien ce qu'il en est, mais en dehors de ça, Seb, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou pas d'avoir une 23e équipe sur les grands tours? Oui, alors j'en ai déjà parlé, je pense que on a fait les previews, cet hiver et je crois que c'était lors de la preview de la Tudor où on en avait parlé, longuement et oui, bah, moi je suis pour parce que, on sait que même et heureusement encore que on l'avait dit, que pour le Giro, il y a de la place qui est laissée par Lotto, notamment, parce que sinon ça serait encore la situation serait encore plus délicate. Mais pour la Vuelta notamment et puis pour le Tour de France, bon ça pose problème et ça permettrait quand même de résoudre une partie du problème, voilà donc une équipe de plus, c'est quand même, énorme, important. On en avait parlé, on sait très bien qu'il y a Total Energy, qui est en balance, pour, cette place au niveau du Tour de France notamment et donc ça pourrait permettre justement pour cette équipe-là d'avoir peut-être Ouais. cette place qui Disons que ça manquait où il y a arrangerait Mas. tout le monde. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui seraient mécontents, sinon ça serait déjà réglé depuis Mmh, longtemps. Mais en tant que suiveur, nous, Seb, je ne sais pas si je résume bien ton point de vue. On se dit que pour le Tour de France, tu l'as évoqué, ça serait mérité d'avoir tout le monde, parce que si Total est la moins bonne sur le plan sportif, très objectivement, elle a quand même été chercher une étape sur le Tour l'an dernier, une super oui, victoire d'Anthony Turgis. Donc ça serait quand même dommage de les foutre dehors l'année qui suit ça. X démérite pas un super mmh, comportement, on sent que c'est un projet qui monte en gamme. Bah, Tudor, il y a vraiment un recrutement qui a été très costaud. Il y a la Philippe, il y a Hirschi. Donc sur le tour, ça mériterait vraiment d'avoir une 23e équipe. Le Giro, tu l'as très bien évoqué. Les choses sont un petit peu différentes parce que bah, la présence des structures italiennes est quasiment
assuré par le fait que bah, déjà Coratec, enfin la nouvelle équipe Coratec, c'est Vini Fantini, je crois, maintenant, Oui, était hors du top 40, donc de toute façon, elle ne peut pas participer. Donc il reste des places pour Bardiani et pour Polti, mais tu l'as évoqué, l'auto ne vient pas. Donc à la limite, il n'y a pas mort d'homme si jamais il n'y a pas de dérogation, même si ça arrangerait les équipes étrangères. Et pour la Volta, ça bien un vrai gros bouchon, parce qu'il n'y aurait oui. que deux places, puisque ni l'auto ni Israël Premier Tech ne renoncent à leur invitation. Deux places pour et encore, si on enlève Q36.5 ou UnoX des éventuels refoulés du Tour de France, deux places pour Cara Rural, Kern Pharma, Burgos et Euskaltel. Ça fait que déjà, il y aura 50% d'équipes espagnoles qui seront mises sur la touche, donc des projets qui peuvent être en péril, tout simplement. Et si jamais Javier Guillen et les organisateurs de la Vuelta décidaient de prendre Q36.5 ou une EX, c'est-à-dire qu'en gros, on aurait les trois quarts des équipes espagnoles qui pourraient dégager. Quoi. Oui, oui, parce qu'il y a que 36,5. Enfin, tu as tout résumé, hein. C'est vrai que quand on fait la comparaison, c'est surtout pour la Vuelta qu'il y a peut-être des craintes. Alors, on l'a dit quand même pour le Tour de France, donc je reviens pas dessus. Mais pour la Vuelta, oui, ça fait quand même, ouais, comme tu dis, 4 équipes, dont 2 ou 3 qui pourraient passer par le carreau. Enfin, donc ça, c'est quand même important. Et on sait que ces dernières années, il y a une rotation, enfin, il y a une variation dans le choix des équipes. Une année c'est Cara Rural, c'est Burgos, et puis après, c'était Kern Pharma et Euskaltel. Mais forcément, à chaque fois, il y a des, même si on essaie de tourner, parce que c'était quand même ça que je voyais moi aussi, il n'empêche qu'il y avait des déçus, c'est normal, c'est naturel. Et ces équipes espagnoles, bah oui, de ne pas être au tour, tout ça, ça les gêne pas, bien évidemment, ni au Giro, mais par contre, de rater le troisième tour national, Oui, puis Seb, oui, en plus, si on c'est met de côté important. Euskaltel, autant Cara Rural que Kern Pharma ou Burgos, moi je trouve, et je sais pas si tu auras le même point de vue, que depuis 5 ou 6 ans, c'est des équipes qui, sur le plan sportif, progressent. On ne peut pas être dans une position qu'aurait été juste, hein, je trouve, il y a 5 6 ans, de se dire que ça a vivoté un peu. Là, on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller améliorer ses effectifs, d'avoir des équipes réserves, hein, que ce soit Cara Rural, Burgos avec Cortizo ou Kern Pharma qui travaille aussi avec des structures amateurs en Espagne, je crois, sauf que je dis une Oui. bêtise, mais je crois qu'il y a un Si, truc qui a si, fait l'échelle. Ouais. ouais, c'est Et, ça. et du coup, on est aussi dans ce top 30 UCI, on bataille année après année pour améliorer ses effectifs. Kern Pharma fait une Vuelta énorme d'ailleurs Mm. la saison passée. Donc ça serait quand même dommage quand tout le monde essaye d'expliquer, je trouve, qu'il faut sauver le cyclisme, etc., etc., bah, de ne pas se préoccuper, entre guillemets, du bas de la pyramide. Je dis du bas, entre guillemets, parce qu'il y a les contis, il y a le monde amateur, etc. Mais voilà, dans le monde pro, il y a le World Tour et les pro teams. Et bah, si on veut que ça marche, il faut bien qu'il y ait un vivier qui alimente la première division, Seb. Oui, et puis ils se dépouillent, hein, on le voit bien depuis le début de saison, on va en parler après, mais ça pourrait faire la transition là, parce que peut-être en effet un bémol pour Euskaltel là qui rame un peu, mais pour les trois autres, il y a des bons résultats aussi cette année. Tu as parlé de Kern Pharma à la Vuelta, mais depuis le début d'année, là, on les voit acteurs sur les courses et parfois gagner, et puis faire Oui, on a des encore vu résultats. Iban Ruiz lundi, hein. Qui était dans l'échappée et qui tient, il était dans l'échappée lui, il me semble, et il tient et il finit troisième, il se fait juste rattraper par Del Toro. Donc voilà, mais c'est pas, mais on en a vu bien d'autres, hein, parce qu'on les voit tous. On a vu Berradé qui avait gagné la première course là en Espagne. On a vu des Ribard parfois faire une bonne course là au Portugal, pas loin du top 10 au niveau de la Figuera classique. On a vu, et encore en plus, il y a un coureur qui en principe marque pas mal de points, qui est Mikel, mais qui est tombé sur Bessèges et qu'on attendait davantage, parce que sinon ça aurait pu aussi gagner des points parce qu'il a une bonne pointe de vitesse. Mais on les voit acteurs sur les courses. On a vu Sosa, par exemple, qui vient de Movistar, il a fait un bon tour de Valence. Donc ça c'est pour Kern Pharma. Et après, il y a aussi des victoires et des bons résultats pour la Cara Rural, et puis Burgos aussi. On en parlait tout à l'heure. Ils se dépouillent parce que ils veulent pas avoir de regrets et puis montrer qu'ils sont présents et que Oui, leur puis Seb, on voit aussi que leur présence est méritée. formation, enfin leur post-formation, si on veut coller à des termes du foot, marche parce que bah, Burgos a perdu Aaron Getch et Astana qui fait podium sur comment Oui, dirais-je, la Cadel Evans. Cadel. Mm. Aujourd'hui, on a encore vu Pablo Castrillo qui confirme tout le talent et tout le bien qu'on Oui. pensait de lui la saison passée. Ça n'a pas l'air de baisser en gamme pour Cepeda de la Cararural chez Movistar non plus.
Donc voilà, il y a un vrai travail de fait et pour clôturer, c'est vrai qu'on va essayer de faire la transition avec nos petits coups de cœur ou nos petits coups de gueule depuis un mois. Bah, je pense ouais, on considère ça tous les deux que ça serait quand même mérité d'avoir une 23e équipe sur les grands tours. Oui, 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 moi je suis pour et je reste là-dessus. Alors après, souvent par le passé, on l'a vu, hein, sur le Tour de France notamment et puis, à chaque fois je reprends la même histoire, il y a même eu des choses un peu bizarres. Une année, alors ça c'est dans les années 90, je crois, il y avait eu, c'était l'équipe de ZG Mobili où tu avais Massimo Girotto, T'avais pas une tu équipe avais mixte ou je dedans sais pas quoi, non? ouais, c'est ça, il y a avec Télécom, ce qui faisait vachement bizarre parce que Oui, c'est vrai, tu je me avais les souviens. Colombiens grimpeurs là de ZG Mobili et puis tu avais Télécom avec Zabel. Du coup, ça c'est on n'avait jamais vu ça. Alors maintenant, réglementairement, ça serait plus faisable, je pense, bien évidemment, mais dans les années 90, j'ai plus l'année, peut-être 93 ou quelque chose comme ça, ou Oui, ça puis ou Seb, en plus, ce 94. que tu dis sur les années 90, ça me permet de rebondir sur un nouvel Ah oui, élément qui plaide en faveur de notre cause. C'est que tu te souviens, comme moi, puisqu'on était gamin des années 90 et même du début des années 2000, où il y avait parfois certaines invitations, même sur le Tour de France, enfin, sans leur faire offense, puis il y a prescription, donc on s'en fout. Mais voilà, des mutuelles de Seine-et-Marne, des trucs comme ça, qui avaient de zéro la Tour. niveau, de la Tour, qui avait vraiment un niveau, voilà, aura des pâquerettes. Bon, après, ils sont toujours meilleurs que nous, mais par rapport aux Oui. meilleurs, enfin, ils avaient clairement pas leur place. Mais là, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Si tu prends Total au Tour de France, encore une fois, je le dis, je le répète, ils ont gagné une étape. Tudor vient qu'à la Philippe Hirschi, une X bah, était l'année dernière dans les 18 meilleures équipes du monde au classement UCI. Burgos et Kern, on ne revient pas dessus, ils ne déméritent pas, etc. Et Q36, c'est pareil, quand tu prends Pitcock, enfin, on n'est pas sur des gens qui vont faire de la figuration, on est sur des gens qui vont être acteurs de la course. Et enfin, pour terminer là-dessus, Seb, et je te donne la parole pour finir, l'argument sécurité, on voit qu'il ne tient pas. Parce que celui qui explique que depuis qu'on a réduit la taille des pelotons, il y a moins d'accidents graves ou qu'il y a moins de chutes, il faudra peut-être qu'il achète une nouvelle paire de lunettes, non? Oui, oui, je suis d'accord et puis tiens, je vais remettre une pièce dans le jukebox. C'est que, à l'époque, quand je parle des années 90 là, j'en suis pratiquement sûr, c'était pas 8 coureurs par équipe, c'était 9. C'est vrai, hein. Et là, on est passé à je sais plus en quelle année là, dans les années 2000 et quelques, on est passé à 8 pour les grands tours, hein. Parce que maintenant, c'est même pour les courses à étapes et les classiques, c'est 7. Les grands tours, c'était 9 et après on est passé à 8 et donc bah, ça veut dire que tu peux gagner plus d'une équipe, quoi. Ça veut dire que les pelotons, il y avait plus de 200 coureurs. Alors l'élément de sécurité, l'argument, c'est toujours celui qui est utilisé, mais est-ce qu'il est, alors peut-être qu'il y a quand il y a plus de monde, il y a un peu plus de risques, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir un peloton, des fois, il y a des pelotons qui étaient peu fournis et il y avait quand Oui, même puis des les chutes. vélos étaient moins rapides, enfin, on voit que enfin, c'est de l'hypocrisie Et complète. oui, Enfin, et ça, j'ai entendu des choses là-dessus. Pourquoi pas, en effet, parce que de toute façon, on voit peut-être que Seb, après, il faudrait faire des statistiques, parce que si ça se trouve, notre vision et notre raisonnement, il n'est pas bon, parce que parfois, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, on a une image en tant que suiveur, mais on n'a pas fait de stats sur combien de chutes cette année en tout, combien de moments dangereux, etc., etc. Donc peut-être qu'on a tort, mais en tout cas, notre impression et celle des suiveurs, je pense qu'elle est celle-ci. Mais Seb, c'est vrai qu'il faut dire aussi que tous les accidents tragiques auxquels on est confronté, qu'il y ait des décès ou des chutes graves depuis quelques années, il n'y en a aucun qui est lié à la taille des pelotons. Alors, je ne vais pas revenir sur ceux où il y a eu des décès, mais la chute d'Evenepoel, s'il y avait 10 coureurs de plus au Tour de Lombardie, ça n'aurait pas changé grand-chose. On voit ce qui s'est passé à Bessèges-là. On a encore l'exemple un peu rocambolesque aujourd'hui du Tour d'Algarve. que L'erreur de signalisation, qui est 3 ou 300 mecs dans le peloton, ça change absolument rien, etc., etc. On a l'impression que c'est plus lié à des parcours, à du matériel qui va de plus en plus vite, à des coureurs qui sont de plus en plus excités, j'ai envie de dire, sur les kamikaze aussi, vélos, kamikazes, qui prennent plus de risques, etc., et oui. des enjeux de plus en plus forts, etc., etc., mais jamais de la vie par rapport à la taille des pelotons, quoi. Après, il y a l'état de la route aussi, des fois, on en a souvent Oui, parlé, bien oui, évidemment. les Il y a tous ces aménagements facteurs-là. urbains qui sont de plus en plus nombreux. Autour du Pays basque, là où il y avait les racines enfin, la route qui était pas une aspérité géniale. Oui, puis on a vu Heu, encore Ackermann, c'était dimanche, je crois, oui, à la Provence. Provence. C'est un dodan dans le final et la roue arrière, Ouais. je crois, qui part, ou la roue avant, je sais plus, mais voilà, c'est une aspérité aussi. C'est pas parce qu'il y a 10 mecs de trop dans le peloton, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord, là, bah, ça peut des fois jouer parce que pour les sprints ou si tu rajoutes du monde, déjà qu'il y a pas beaucoup de place, mais en même temps, les sprints, on en a parlé l'autre fois aussi, à chaque fois, c'est la même chose, c'est qu'il y en a qui sont dangereux parce qu'ils s'écartent n'importe Oui, comment. voilà, c'est ça, c'est encore les cartons jaunes, l'UCI, ils les mettent pas parce qu'il y a trop de monde, ils les mettent parce qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi. Et puis les situations, tragiques qu'il y a pu y avoir, c'était parfois aussi en montagne, dans les descentes, Oui, oui, bah, malheureusement, et puis Tino dans les Mader, Nomadaires, la le jeune peloton, Suisse il aussi était réduit, hein. qui est Voilà. décédée, c'était, enfin, j'aime pas utiliser ces exemples-là parce que c'est vrai que Non, c'est assez mais tragique c'est pour pas qu'on les prenne en considération, enfin, après qu'on plus que s'en la taille serve des entre pelotons. guillemets, mais voilà, il y a en dehors des décès, il y a quand même un paquet d'éléments qui montrent que c'est pas la taille des pelotons qui est en jeu, quoi. Non, il faudrait plutôt s'attaquer à la vitesse, je pense. Et peut-être, il y a des choses qui se disent en ce moment et Bah, au je matériel, mais le problème c'est que c'est les équipementiers derrière, enfin, il y a du ouais, mais lobbyisme, comme on dit. ça s'est bien fait en Formule 1 où c'était tellement on voulait tellement être sur le gain, de vitesse et Ah oui, non, mais il cetera. faut, mais c'est pareil pour, par exemple, on va aller plus loin, mais sur la caféine, je considère pas que ça soit un produit dopant, loin de là, mais les mecs qui sont bourrés de caféine, qui ont des taux Mmh. phénoménaux, ça serait assez rigolo d'ailleurs de s'ils arrivaient à sortir des stats là-dessus. Encore une fois, c'est pas du dopage, donc j'accuse personne, loin de là, mais c'est pas sérieux, et les mecs qui sont surexcités, et je pense qu'ils ont les yeux qui s'écarquillent. Prenez-vous même 4-5 cafés le matin comme ça, et tenez-vous prêt à aller au combat, bah, vous allez voir les yeux qui vont partir dans tous les sens. Donc Seb, on voit enfin, ouais, Tu sais, je pensais à un truc là parce que bon, on moi se je suis souvient du pas tout tramadol aussi quand on dormait les coureurs. Enfin, oui, 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 c'est oui. Tu sais, des fois, tu as des retransmissions de courses sur des réseaux, enfin, il y a plein de choses là-dessus, où tu as pas les commentaires télé. Et où du coup, tu entends que le bruit du peloton et alors évidemment que ça a toujours existé, c'est comme dans le football, ça crie beaucoup sur un terrain, mais sur le vélo, c'est pareil, c'est assez, et c'est décuplé, je pense, en effet, par ce que tu dis. Il faut voir comment ils crient. Alors, est-ce que c'est encore pire quand, quand c'est la montagne? C'est pas le cas, hein, mais quand c'est le sprint, tu entends crier, enfin, tu entends toute la rage, l'adrénaline et cetera et je pense qu'en effet, sans avoir tous les éléments, mais tu en parlais, la caféine, tout ça, bah, on connaît un peu ce que ça, enfin même moi aussi, enfin, je suis pas un adepte de ça, bah, on le voit mais nous-mêmes on sait quand on très prend un bien. peu trop de café le matin, quand on est un peu. Voilà. Alors moi, j'en prends pas du tout, mais peu importe, mais on sait que ça a un effet et que c'est excitant, et cetera. Et c'est vrai que c'est des sujets majeurs qui devraient. On a parlé du monoxyde de carbone là, mais on pourrait aussi, qui est encore plus autre chose, mais on pourrait aussi s'arrêter quand même, même si c'est pas un produit dopant, sur la caféine et sur tout ça. Ouais. Mm. Oui, parce que c'est même pas une question d'améliorer les performances en tant que tel, parce qu'après, sinon on interdit tout, mais enfin, on interdit les vitamines, etc., etc. Mais voilà, c'est plus que bah, si tu es surexcité, c'est plus du bon sens qu'autre chose en fait. Et alors, il doit forcément y avoir un intérêt, sinon ils s'en prendraient pas. Mais enfin, c'est juste pour dire que c'est vrai que parfois on parle de la taille des pelotons et c'est un petit peu hors sol. Bref, Seb, je te propose qu'on, ouais, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on passe justement à nos coups de cœur du début de saison. On avait noté quelques éléments pour rester sur les pro teams. C'est vrai que moi j'avais noté Eric Fagundes chez Burgos. C'est un coureur que j'aime bien, que je suis un peu depuis ses débuts pro. Et c'est vrai que, bon, après, j'en ferai pas un vainqueur du Tour de France, hein, loin de là. Bien entendu, il faut savoir rester raisonnable. Mais je trouve que d'un coureur qui était considéré à point, entre guillemets, par certains, on est rentré dans une autre dimension où certes il y a des points parce que du coup il est uruguayen et que bah, il y a des points à choper sur son championnat national, sur les championnats continentaux, etc., etc. Mais on s'aperçoit aussi, ou le grand public s'aperçoit aussi, que c'est un mec qui est capable, bah, comme on l'a vu derrière Morgado en Espagne en début de saison, ou encore là plus récemment à accrocher des top 10, à se retrouver sur la Classique Arène avec les meilleurs. Un mec capable tout simplement, comme je le disais, de briller aussi en Europe et d'être performant. Et je sais pas ce que tu en penses, mais on risque bien de le retrouver en World Tour dès l'an prochain. Alors moi, j'avais cette vision-là, comme toi, un peu d'un coureur, oui, dans la lignée de ce qu'il peut y avoir dans les recrues pour aller gagner des points sur les courses un peu exotiques. Sauf que l'année dernière, il n'a pas fait que ça. Et que quand on fait des résultats, il a quand même fini, je vois, 23e du Tour de Catalogne. On sait que c'est une course où ça va très vite en général, où il y a du monde et qui est une course très éprouvante. Et voilà. Sur le Tour du Doubs, il finit quatrième. Donc, il démontre qu'il se défend bien. Et là, cette année, quand tu regardes ses résultats, bah, c'est encore un cran supérieur, supplémentaire. Et en effet, il a fait des bons résultats sur toutes les courses en Espagne.
Encore dernièrement, là, il était dans le match sur une course qui est quand même bien compliquée, même si le peloton est assez réduit avec la classique Rennes, avec les chemins de terre, où c'est quand même pas une course évidente, elle est éreintante et où il finit quand même sixième. Donc en effet, au-delà on l'attend évidemment sur ces championnats nationaux où il peut gagner, mais on ne voit pas que là, loin de là. On l'a vu sur des courses où il a fait des beaux résultats, et je pense notamment à la classique à Rennes, mais pas que. Et donc, je pense qu'il va continuer sur sa lancée. Il a une bonne pointe de vitesse et encore une fois, il fait du chrono aussi, même si bon, il sera battu par les plus grands, mais il n'est pas ridicule. Et en montagne maintenant, enfin dans les parcours compliqués, il arrive aussi à être présent et à aller chercher des points. Donc en effet, c'est une bonne pioche qui se confirme et encore davantage cette année. Ouais, ouais, carrément, c'est un coureur qu'on va continuer à suivre et qu'on vous encourage à suivre, bien Alors entendu. après, le problème, c'est va-t-il, voilà, c'est le problème de ces structures que tu évoquais tout à l'heure. Tu parlais de Castrillo, tout ça, qui sont partis pour d'autres équipes. La crainte, c'est que quand dans ces équipes-là, ces coureurs-là marchent, je peux parler d'Iron Gate aussi, il y a eu l'exemple pour Burgos, eh bien, le risque, c'est en effet peut-être que l'année prochaine, ils ne soient plus présents. C'est le revers de la Ouais, médaille. ouais. Alors après, sans trahir de secret non plus, je crois savoir, enfin je pense pas me tromper, en disant que la vision de Burgos là-dessus, enfin, je suis assez raccord avec ça, mais ça étonnera personne, c'est de se dire, bah, si les mecs passent, c'est plutôt une bonne chose, que ça veut dire que ce qu'on fait Oui, fonctionne en fait. Et bah, pour Aaron Gate, je sais qu'ils étaient très contents qu'il y ait quelqu'un qui tape à la porte, pour l'Angelotti aussi, et on est plus, si je comprends bien, dans cette dimension de se dire, bah voilà, c'est aussi une fierté de faire passer des mecs en World Tour, quoi. oui, oui. Bah, chez Kern Pharma, c'est pareil. Ils le prennent. Et puis en France, tu parlais des coureurs comme Puis c'est vrai Delettre, qu'après, comme... Seb, si on prend un peu bah, une vision d'ensemble, c'est intéressant aussi, j'imagine, pour convaincre derrière d'autres jeunes coureurs de te faire confiance, plutôt que peut-être d'aller dans une dévo ou d'aller faire le nombre, je ne sais où, te dire, bah voilà, si tu passes chez nous, tu as quand même des chances après d'avoir un tremplin pour aller plus haut, quoi. Oui, mais en même temps, ça t'oblige, alors c'est pareil, ça peut être positif, mais ça t'oblige à renouveler quand même les effectifs très Mm. souvent. Bah, ça Et t'oblige à être de, performant, oui, c'est vrai. voilà, c'est ça. Et de voir les pépites qui arrivent et de leur donner un tremplin en sachant qu'elles vont partir. Là, je pensais en France, c'est tout à fait ça aussi, là, avec Delettre et puis Delboeuf qui sont partis, qui étaient chez Aubert. Et le prochain sera sans doute Broyard qui va partir aussi, voire peut-être Thomas Champion qui est venu cette année et qui repartira peut-être l'année prochaine dans une World Tour. C'est ça, mais en effet, ça t'oblige, à te remettre en cause perpétuellement au niveau de ces équipes-là, et c'est pour ça que je leur tire aussi mon chapeau par rapport aux grosses structures et évidemment par rapport au fait que, bah, leur budget est plus que réduit. Donc dénicher comme ça des coureurs qui performent, les perdre et après se renouveler, c'est quand même tout un exercice qui est délicat. Ouais, les autres coups de cœur, Seb, qu'est-ce que tu as noté de ce premier mois de compétition? Bah, il y a des coureurs là, français, comme Labrosse aussi qui m'a bien plu. Là, je parlais de Rahen, il était là, il y a eu des bons résultats. Il y a des coureurs que l'année dernière qui m'avaient déçu, chez Decathlon et qu'on revoit maintenant comme Berthet qui tourne autour, que ça soit sur la Classique à Rahen, mais aujourd'hui également sur la première étape de la Ruta del Sol. Donc ça, c'est pour le peloton français. Après, tu parlais, il y a Valentin Paré-Peintre aussi, c'est l'inverse. Lui, il a quitté, mais c'est quand même pas évident non plus de quitter une équipe comme Ouais. celle-ci pour aller Est-ce qu'il a encore dans une franchi équipe un pro. cap, Valentin Paré-Pin? Parce que on l'a vu, Seb, au Tour d'Oman, il était quand même assez impressionnant, je trouve, lors de l'étape Rennes, la fameuse montée de la Green Mountain. Oui, oui. Bah, déjà l'année dernière, il n'avait pas été ridicule, hein. Il avait eu des bons résultats, des victoires, mais il confirme en plus dans cette équipe-là, et il n'a pas eu beaucoup de moments de latence. Là, tout de suite, il est là et il performe. Alors en même temps, on se disait qu'il fallait occuper le terrain pour ce genre de coureur-là en l'absence d'Evenepoel, quand on avait parlé de la preview de Quick Step, avec notamment également pour Landa. Et c'est pas forcément évident parce qu'il y a une pression qui se déplace sur lui. Et en plus, il est un peu tout terrain, hein, parce qu'il se défend bien, il a une bonne pointe de vitesse. Et puis en montagne, bon, on le savait qu'il est bon, mais la pression, elle est quand même Ouais, derrière, quoi. Tout de suite répondre présent, c'est pas donné à tout le monde. Et en effet, moi, je l'attendais pas à un tel niveau dès ses premières courses et avec de tels ouais, résultats, ça hein. c'est clair. Puis tiens, Seb, on va se faire un petit peu d'auto-promo pour notre jeu Rivals Manager. C'est vrai qu'il y a un classement de la rentabilité, alors ça intéressera pas tout le monde, mais ce classement-là, il est censé, Seb, montrer un peu
qui a créé la surprise cette année. En gros, si vous avez une valeur très basse et que vous avez marqué beaucoup de points, vous êtes très haut à ce classement de la rentabilité. Et à vrai dire, on s'en est servi un petit peu tout à l'heure en préparant l'émission. Et on s'aperçoit que bah, notamment un Javier Romo qu'on n'attendait pas, bah, est quand même en tête de ce classement de la renta et c'est pas forcément étonnant. On retrouve aussi, bah, on a cité Guet, on a cité Fagundes. J'aimerais bien aussi m'arrêter, il n'y a pas Répin d'ailleurs que je vois, sur un autre coureur. C'est bon, on l'a pas du tout évoqué. Moi j'avoue qu'avant le Mmh. début de saison, je le connaissais pas du tout, pardon, c'est un Et Hurley. Sud-Africain. Mmh. Atterley, ouais, je suis pas du tout Mmh. le VTT et j'avoue que mea culpa si j'offense quelqu'un, mais je connaissais pas, même pas son nom et franchement, quelle belle surprise. Ouais, je suis comme toi, je vais être honnête parce que je le connaissais pas du tout. Pourtant j'aime bien le VTT, mais je le suis pas plus que ça non plus et bon, c'est pareil, le fossé, enfin le gap était grand quand même pour pouvoir dire qu'il allait, alors c'était qu'à la Loula-Tour, mais quand même, c'est une course, qui ont pu révéler certains bons coureurs aussi et il y avait des bordures, il y avait tout ça donc c'était pas une édition forcément évidente, même si le plateau était pas extraordinaire et donc il était là. Il aurait peut-être même pu faire mieux parce qu'il a pêché sur la dernière étape, où, je crois, je sais plus s'il a perdu un petit peu de temps. Il me semble que oui, dans la bordure justement parce qu'il y avait des bordures. Sinon, il aurait peut-être même pu finir sur le podium, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui, bon, je m'étais dit il finit 35e aujourd'hui, ce qui est pas mais il est quand même assez loin. Je pensais qu'il ferait un peu mieux. Est-ce que c'est le futur Cadel Evans? Ouais. Alors Ouais, il puis est pas Seb, du j'avais tout oublié, c'est vrai ultra que long, je vous mets, bah, Seb voit pas l'écran parce qu'on n'est pas en direct, mais on essaiera de revenir d'ailleurs en direct. Mais je vois aussi j'avais oublié parce que, mais je me perds dans mon explication tout seul, comme un grand, comme d'habitude. Il est aussi champion d'Afrique du Sud du chrono, Seb, donc coureur complet. oui, oui, cette année là, Alors, c'est pas la concurrence du siècle, mais je crois que c'est Debod qui fait deux, si je dis pas de c'est conneries, ça, ouais, c'est c'est quand ça. même Debod un bon rouleur, donc Ouais. c'est plutôt intéressant, hein. Oui, oui, il est après, donc c'est pas la même nationalité que Cadel Evans, bien évidemment, mais venant du VTT comme ça, est-ce que c'est pas Puis c'est un un gars peu qui a cette déjà trame? 28 ans, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, c'est pas non plus. Ouais, ouais, beh, écoute, en plus, on va le voir sur l'Estrade Bianche, il devrait pas mal se comporter là-dessus, et on va peut-être même le voir à Paris-Nice, semble-t-il, et puis sur des courses comme le Tour de Romandie, donc bon, ouais, c'est assez prometteur. Bon, après, faut encore se méfier quand même parce qu'on est qu'au début de saison, même si ça fait un mois, Il et aurait fait alors deuxième là, du en même temps. général hein, s'il avait pas pris cette cassure. Je suis en train de regarder Ouais, ouais, c'est à ça, la c'est ce Loula. que je disais, c'est ce que j'avais en tête, donc ça me confirme, c'est ce que je pensais avoir en tête parce Il que a je me pris une rappelle de la cinquantaine dernière de étape. secondes à peu près et il était Ouais, c'est à ça. 20 secondes Il du aurait deuxième. fini deuxième ou troisième, il aurait été sur le podium Ouais, c'est ça. et ils ont merdé avec Dunbar d'ailleurs aussi parce qu'ils étaient tous les 2. Meilleur que Dunbar hein, d'ailleurs sur cette Alula Ouais. Tour. Après, il faudra Mais confirmer, mais franchement, je trouve ça intéressant, quoi. en même temps, il y a de la place un peu dans l'équipe malgré tout, même s'il y a Oui. O'Connor, bon, il y a Plapp, mais il est sur un le carreau. Il y a de la place dans Oui, l'équipe puis il là n'y a pas de pour leader incontestable ou incontesté, Seb, chez Jake Walula. mmh, C'est aussi l'avantage. Tu peux prendre la place. T'as pas Roglic d'un côté, Van Reels de l'autre, ou chez UAE, ou t'as l'Armada. Enfin, ça reste différent, quoi. c'est ça, donc il faut en profiter, il y a moyen. Donc Mm. j'ai l'impression qu'il est parti pour mais ouais, on va le suivre de près. Ouais, d'autres coureurs, Seb, que... Ah si, on voulait parler de nos petits jeunes quand même, c'est vrai que c'est un petit peu lointain, ça va tellement vite qu'on a l'impression que le Tour de Under, c'était il y a une éternité, mais je voudrais mettre encore une fois, pas en opposition, mais en parallèle, Philipsen et Sexas, qui sont tous les deux tirés la bourre chez les juniors l'an passé, c'était clairement les deux meilleurs de leur catégorie, et on voit que les deux ben, réussissent franchement un très bon début de saison. Paul Sexas, aujourd'hui, malgré le fait qu'il est roulé, d'ailleurs, on n'a pas trop compris pourquoi ni l'un ni l'autre fait dixième de l'étape devant des mecs comme Bilbao, Terrada et Carlos Rodriguez, Torrer, etc. Donc pour sa première en World Tour, c'est plutôt très costaud. Cinquième aussi de la Marseillaise. On va parler du jeune français avant d'aller sur le Danois. Oui. Il confirme tout simplement tout le bien qu'on pense de lui. On aurait pu penser à une période d'acclimatation, mais là, quand tu es dans le top 10 d'une grosse étape de l'UAE, 30e du chrono, 31e, c'est pas non plus dégueulasse, 5e de la Marseillaise, le début de saison, il est parfait. En même temps, j'ai lu une interview de lui là, sur différents sites, vu qu'on connaît un peu tous, et c'est pas tellement le personnage, j'ai l'impression, à attendre quoi. Il est pétri de talent, mais en même temps, il veut tout de suite, répondre présent et performer et je me rappelle, j'avais regardé, des fois je peux pas voir toutes les courses, mais celle-ci, je l'avais regardée le dimanche, c'était le Grand Prix de la Marseillaise
et qu'est-ce qu'il avait été costaud, il en avait trop fait, hein, mais c'était lui qui a enfin, sur les attaques qu'il y avait dès le départ, là, au niveau de la montée des crêtes, là, c'est lui qui sautait sur tout le monde pour aller chercher tout le monde. Il était là encore. Alors, il y avait Vauquelin qui était très fort, mais on sait comment ça s'est terminé. Les 4-5 qui étaient devant se sont fait reprendre juste à 400 mètres de la ligne à peu près. Et il retourne quand même dans le sprint où il finit cinquième. Parce que donc voilà, donc il lâche pas le morceau, quoi. Il voulait absolument, parce que les autres, des Vauquelin, tout ça, ils finissent dans le petit groupe, mais ils vont pas sprinter pour des places. Je sais plus Oui, combien puis il avait même fini. aujourd'hui, Seb, sur Abel Raïs, il aurait pu tout simplement se relever et non, quoi. Bah ouais, parce que alors ils ont roulé pour Gall, hein, mais c'était pas forcément l'arrivée. Oui, ça, on n'a On pas l'a dit tout compris à non l'heure. plus. C'était pas l'arrivée pour Gall, même s'il finit troisième, on nous dira oui, d'accord, Ouais. ok, il finit troisième, mais il a pas une pointe de vitesse. Il est pas connu pour ça, Gall. Bah, il Et allait pas moi, battre je pense. Pogacar, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de Pogacar, là, il y a eu un vide quand Bjerg s'arrête. On devait être à 5 ou 6 km de l'arrivée. Et c'est Decathlon qui prend la suite avec Armirail, Bouchard et après Sexas. Et après, il y a Gall qui y va un petit peu, voilà, mais qui n'arrive pas, et Vigne qui se met en route pour pouvoir ramener Pogacar. Il y aurait eu moyen de faire autrement. Ça aurait été l'étape de dimanche. Moi, j'aurais plutôt d'accord pour Gall, parce qu'il a peut-être plus de références, encore que Sexas pourrait faire bien aussi. Mais il est costaud, parce que finir dixième encore une fois en ayant roulé, c'est comme au niveau de la Marseillaise où il est devant et puis il se bat Ouais, puis le encore. plateau est costaud, Seb, sur l'UAE. C'était une course qui était un petit peu moquée à ses débuts, mais là, clairement, il y a du vrai bon niveau, puis on avance dans la saison, on n'est plus au début du mois de février. Hier, Et puis hier, le chrono, on ne le connaît pas plus que ça, mais il n'a pas été ridicule hier, parce qu'en plus, les vagues de départ, il n'est pas parti, il est parti là où ça commençait un peu à se Oui, lever parce au que là, niveau on le du voit, vent. il est juste devant Oscar Only lors du chrono au niveau d'un Thomas Glog. On voit que Félix Gall, quelques secondes seulement C'est devant, ça. Storer derrière. Enfin, puis c'est champion du monde junior du chrono, hein, de toute façon aussi. Non, non, mais c'est plus que prometteur, hein, et il y a peut-être moyen de faire encore mieux, je te dis, aujourd'hui notamment. Donc, ouais, il est pétri de talent, c'est ce qu'on a toujours entendu dire, et ça se vérifie sur le terrain. Voilà, après, la suite de son programme est un peu bizarre, parce que la route Tourangelle, tout ça, moi, je l'aurais pas forcément mis sur ces courses-là. Après, ça sera plus intéressant Il va parce peut-être qu'il va apprendre à frotter un peu sur un autre type d'épreuve où ça débranche jamais trop. ouais, pourquoi pas, mais tu essayes de le mettre sans le griller, parce que c'est pas l'objectif. Donc, c'est vrai que tu peux pas le mettre forcément sur toutes les grandes courses comme le Tour de Catalogne, tout ça, ça ferait trop à son âge. Mais tu essaies de le mettre quand même sur des courses qui sont adaptées, et le mettre sur la route Tourangelle, bon, c'est quand même pas du tout adapté à lui. Il y a quelques bosses, mais c'est pas pour lui, ça, cette course-là. Alors après, bon, peut-être qu'il le fait aussi parce que il va avoir un peu un planning, un calendrier un peu bizarre, mais qui est normal vu son âge, avec à la fois des grandes courses, des courses moins huppées, et puis également celles de la catégorie là, de la nouvelle génération, là, avec notamment le Giro d'Italie, le Tour d'Italie, où il aura des velléités pour peut-être l'emporter. Je sais plus, il a dû le faire l'année dernière, Puis on le peut-être verra d'ailleurs, je sais plus. certainement autour de l'avenir aussi, j'imagine. Ouais, non, l'année dernière, il l'avait pas. Non, il l'avait pas fait. Oui, oui, puis autour de l'avenir. Autour de l'avenir, on devrait le voir. Ouais, donc ça Après, va on le être à verra suivre. aussi. Puis bah, son alter ego danois, c'est Albert Philipsen. Comme je disais, c'est un tout petit peu plus lointain, même si on voit enfin, vous le voyez à l'écran, le Tour de Under, c'est fini le 26 janvier, donc c'était, ouais, il y a largement moins d'un mois. Albert Philipsen, sa première course, un peu comme Sexas. Alors, il n'a pas gagné, parce qu'on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'il gagne un Down Under, mais meilleur jeune de la course et bah, consistant tout au long de l'épreuve. Alors, il n'a pas exactement le même profil que Sexas, ça ne sera pas, je pense, un gros grimpeur, hein, de toute façon. Mm. Enfin, on verra comment il évolue, mais je pense qu'il y a une petite différence dans les caractéristiques. Mais voilà, très costaud, quatrième d'une étape, top 20 au général, là aussi c'est quand même très prometteur. Oui, oui, c'est très prometteur. Alors, par contre, j'ai pas trop une vision, contrairement à Sexas, de son calendrier. Donc, je sais pas trop, on pourra le Et puis voir. il n'y a pas d'infos là sur First Cycling encore, donc Voilà, donc j'ai peur qu'on le voit pas forcément beaucoup, et beaucoup moins. On le verra sans doute beaucoup moins que Sexas. Après, dans cette équipe-là, rappelle-toi, quand on avait fait les previews, hein, on avait parlé de lui, mais on avait parlé aussi de Teutenberg. Teutenberg, j'en avais parlé pour le sprint. Lui, c'est pareil. Alors, il est un peu plus âgé parce qu'il a 22 ans, mais lui aussi, il a fait des bons résultats. Alors, pour le Teutenberg, sprint, très intéressant, la jeune génération de la Lidl Trek, on en parle souvent, et c'est vrai que c'est...
Ouais et puis lui, on va le voir sur Kurn quand même, sur des courses là où, Mmh, pourtant ils vont avoir une belle équipe, mais on va peut-être le mettre sur cette course-là, ouais, mais il est donc plus c'est quand âgé même comme pas tu rien. l'as dit, là où Philipsen et Sexas d'ailleurs, puisqu'ils ont le même âge, étaient chez les juniors l'an passé. Oui, 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 parce qu'ils ont 18 alors que lui, il a 22, c'est ça? Mmh. Donc ça fait quand même 3, 4 ans de différence, c'est quand même énorme. Mais, pour autant, lui, c'est vraiment, la pépite du sprint, et ouais, c'est pareil, hein, ils ont des terrains et des différences là, les 3. Le plus grimpeur, c'est Sexas. Après, au niveau intermédiaire, c'est, Philipsen et puis le sprint, c'est Teutenberg. Mais ça fait une belle brochette à eux 3. Ouais, c'est clair que ça va être intéressant à suivre. Alors ça, pour finir l'émission, on s'est dit qu'au comme on a souvent dit du mal de enfin, on s'est souvent moqué, gentiment d'eux, on allait faire une petite partie sur l'équipe Ineos. Vraiment très rageant, très frustrant leur manière de courir, bah, depuis 15 ans, hein, mais après bon, quand ça marchait, il y avait rien à dire. Quand tu gagnes le Tour, de toute façon, c'est toi qui as raison. Mais on a l'impression qu'ils n'arrivaient pas à se réinventer, pas à changer de tactique, de stratégie, de manière de faire. Et, et on verra ce qui se passe tout au long de la saison. Mais on en parlait tous les deux en off en préparant l'émission. On se dit que là, il y a les prémices de quelque chose. On a l'impression qu'on a retrouvé un petit peu la rage de gagner, qu'on a envie d'attaquer. On a écouté les déclarations, de Kwiatkowski après son succès à la Classica Rahen. Et on a l'impression qu'on veut faire différemment et être plus acteur des courses, ne plus subir, ne plus être en mode rouleau compresseur et bah, faire un peu comme d'autres, hein, attaquer, attaquer, puis oui, s'amuser sur le vélo et gagner, quoi. Oui, en tout cas, cette course-là, la Classica de Rahen, il y avait plusieurs gros blocs et c'était intéressant de voir, Ineos, avec 4 coureurs devant, enfin avec, en plus devant, Kwiatkowski, de pas attendre, de pas rouler là les 4 les uns derrière les autres et puis d'écrémer le peloton et plutôt d'envoyer du monde devant et derrière de faire tampon pour, et si ça attaque, revenir sur chaque coureur, ce que faisait bien Bernal malheureusement avant sa chute, qui à chaque fois qu'il y avait une attaque de Wellens et cetera, allait les chercher et d'ailleurs c'est d'ailleurs ça qui le fait tomber un petit peu, enfin c'est lui qui est tombé, mais Fracture de la c'est quand clavicule, hein, d'ailleurs, voilà, malheureusement quand pour Del Bernal, Toro, hein. il attaque, dans la descente là, il veut absolument aller le chercher et puis, bah, il maîtrise mal son vélo et il est pas toujours très adroit peut-être, enfin, j'ai pas c'est facile à dire, hein, mais en tout cas, il a glissé et c'était malheureusement une nouvelle chute et il y a eu beaucoup de chutes cette année, mais pas forcément avec beaucoup de casses et lui, par contre, là, il y a quand même la clavicule. Alors qu'il était bien, hein, parce que j'ai revu en replay le soir, qu'est-ce qu'il était costaud, hein, parce que c'est lui à chaque fois qui allait chercher, il était plusieurs, il y avait, Swift, Connor Swift, il y avait, Axel Laurence, il y avait lui et devant il y avait, Kiato et à chaque fois qu'il y en avait un et surtout Wellens là qui attaquait plusieurs fois, il y avait plusieurs UAE, à chaque fois il allait les chercher, hein. Il était revenu à un niveau, c'est vrai sur cette course-là, Bernal, qui était quand même assez, Mm. monumental, on avait vu qu'il avait gagné, les 2 courses dans son pays, le chrono Ouais. et la course en ligne et Ouais, et ça puis c'est là, il va se dommage pour retrouver six parler semaines de sur la touche, c'est vraiment triste, à chaque voilà, fois, hein. alors qu'il était vraiment en plus, on a l'impression qu'il était revenu à un très bon niveau. Mais en tout cas, au-delà de Bernal, pour revenir à Ineos dans sa globalité, ouais, j'ai bien apprécié moi en tout Puis cas on a ce senti rôle. Katko vraiment ému, hein, en plus à la fin. Alors peut-être qu'après il y a une dimension personnelle, on ne sait pas, puis à vrai dire ça nous regarde pas, mais il avait les larmes aux yeux, Miral Kwiatkowski, et on a senti que vraiment peut-être qu'il en avait chié, peut-être que ça avait été compliqué un petit peu pour tout le monde ces derniers mois, ces dernières années, et que cette victoire, bon, encore une fois, on ne connaît pas les raisons profondes, mais elle lui faisait vraiment, vraiment plaisir, quoi. Alors pourtant, c'est un champion du monde et ça reste une épreuve de classe 1, quoi. Et justement, peut-être que lui, ça pouvait lui peser aussi cette parce que ce Et puis les coureur là, moqueries, hein, c'est vrai que parfois nous on en rigole, mais on oublie que bah, ils sont un peu comme tout le monde est mais humain. Quand on moi critique, parfois on va voir, on lit, on entend, il y a des questions aussi forcément. Et ça fait quand même 9 ans parce que lui enfin, il est arrivé en 2016. Donc je me rappelais plus que il y avait si longtemps que ça. Mais moi, je garde une image de ce coureur qui attaquait beaucoup. Alors, il l'a encore fait chez Ineos, chez Sky, enfin, sous les différentes appellations. Mais j'ai l'impression qu'il a été bridé dans cette équipe et que voilà, il a surtout été pris, bien évidemment, même s'il a gagné des belles courses, y compris chez Ineos, des étapes sur le Tour de France, etc. Il n'empêche, et puis l'Amstel, notamment, il n'empêche que on en attendait davantage et il a surtout été utilisé comme d'autres, comme équipier modèle, comme rouleur, rouleau compresseur. Et il a été, entre guillemets, pour revenir à ce qu'on disait, peut-être victime de tout ça, parce que alors que lui, j'avais une image avant, quand il était chez Quickstep, d'un électron libre là, qui attaquait beaucoup.
Il a eu quelques occasions de le faire où ça a fait mouche, mais c'était rare quand même chez Ineos et sur toutes ces appellations qui ont changé dans cette équipe. Et là, bah, on l'a revu à l'attaque, et dans un rôle qu'on aurait voulu le voir beaucoup plus souvent que, le rouler derrière comme il a pu souvent faire quoi, pour ses leaders et sur tous les terrains. Et j'ai l'impression que même si son palmarès, il a quand même des très, très, très belles victoires, il n'empêche qu'il a peut-être été prisonnier de cette tactique jusqu'à maintenant de l'équipe et qu'il aurait pu en gagner davantage. C'est facile à dire, mais je sais pas ce que t'en dis toi, mais j'ai l'impression qu'il était dans une équipe où c'était un peu Ouais, contre un petit nature peu de faire bridé, un ça. petit peu tout était conventionnel, tout était, C'est ça. «routinier» entre guillemets comme Et là, en tout cas, bah, belle victoire parce que il a déjà 34 ans et j'espère qu'on va lui laisser un peu la main mise sur certaines courses, hein, parce qu'il va faire les Stradés, tout ça. Alors, pour les classements généraux, il est plus dans ce filon-là maintenant, hein. Mais sur les classiques, il a moyen encore de faire des beaux résultats. Et c'était là où il a quand même eu ses plus beaux résultats sur Milan-San Remo, sur l'Amstel, et voilà, il a fait des bons résultats au niveau des Stradés qu'il a gagné quand même 2 fois, faut pas mmh. l'oublier. Milan-San Remo qu'il a gagné, donc c'est déjà un super beau palmarès, mais au final, on se dit qu'il aurait pu faire encore davantage, surtout depuis qu'il était, chez Sky, Ineos et toutes Ouais. les appellations. Et peut-être que ça fait partie aussi de l'émotion, j'en sais rien, mais en tout cas, les voir comme ça, là, avec un Laurence aussi, où moi j'aime bien cette tactique-là, d'envoyer quelqu'un devant et puis de derrière, de faire tampon, de casser les coups, de faire le surnombre et de gagner plutôt que de faire on est 4-5, on roule pour le leader, on est comme le peloton et peut-être que le résultat il est le même, mais moi j'aime bien ce style un peu classique qu'on retrouvait. C'est très bien que j'aimais beaucoup la Mapei et moi je l'aimais bien pour ces raisons-là, cette équipe-là, c'est que ça tournait entre les coureurs et même s'il y avait certains leaders qui se dégageaient, qui gagnaient plus, mais en même temps, c'était souvent cette tactique, plutôt que de prendre le peloton et d'écrémer, on envoyait des coureurs devant et puis derrière, on annihilait les coups et on faisait vraiment une course d'équipe. Et ça, on l'a retrouvé sur Rennes pour Ineos et j'espère qu'on le retrouvera, peut-être pas sur les courses à étapes, parce que peut-être que dans les courses à étapes, ils retomberont peut-être sur certains standards, mais pourquoi ne pas faire pareil sur les courses à étapes où ils ne seront pas favoris, et puis surtout le faire pour des classiques. S'ils peuvent être en surnombre, après le problème c'est est-ce qu'on les retrouvera en surnombre comme c'était le cas à Rennes. C'est quand même plus facile de faire ça quand tu as 3-4 coureurs devant que si tu as un seul ou deux Ineos, hein, bien évidemment. Eh bien, on verra ça, ça va être à suivre en tout cas cette saison de d'Ineos Grenadiers. On verra s'ils poursuivent sur cette, Movistar aussi, Movistar ouais. qui fait des bons résultats. Tu parlais de Castrillo, là, j'avais des doutes quand même parce qu'il fallait passer de Kern Pharma à Movistar. Et donc, c'est quand même pas, voilà, même si Kern Pharma, on l'a dit tout à l'heure, est une bonne équipe, bah, je ne m'attendais pas à ce niveau-là et de faire de telles performances. Et encore aujourd'hui, il était là. Hier, dans le chrono, il était là aussi. Et il y a des bons résultats Chez Movistar, ouais, effectivement. Roméo, voilà, même Quintana qu'on a un peu revu. Par contre, ils se sont troués aujourd'hui, où avaient quand même une belle équipe sur le papier. Ils se sont quand même troués. Alors, Mas, il n'est pas encore au niveau, c'était sa première course, mais je les attendais mieux par contre à la route del Sol aujourd'hui. Mais par contre, oui, on les a souvent critiqués, et pas qu'à tort, hein. Eh ben, Et on se là, il y a des focalisera bons sur eux la résultats. semaine prochaine. Du coup, là, on a fait le mea culpa sur Ineos. C'est bon, on fera la semaine prochaine Voilà, c'est sur bien, Movistar. voilà, on peut être capable de le faire, il n'y a pas de problème. Ouais, et bien sûr, ces belles paroles, on va pouvoir clôturer. On essaiera, comme on vous l'a dit, d'avoir des rendez-vous réguliers avec Seb, de Là, il va y retourner avoir au des courses direct qu'on aime aussi. bien. Ouais, Il y a des courses qu'on aime bien qui arrivent. Enfin, moi, je fais partie de ceux et je suis pas le seul. Alors là, il y a cette semaine là où il y a les courses à étapes qui sont importantes, mais moi, je pense toujours aux classiques qui commencent en Belgique et avec le Het Nieuwsblad. Alors, il y a les courses aussi en France là qui ont pris leur importance avec la Drôme Ardèche, tout ça, et la Faune Ardèche. Mais déjà là, quand on voit arriver le Het Nieuwsblad, enfin qui change de nom à chaque fois, et puis après qu'une Bruxelles le lendemain, c'est un nouveau virage dans la saison et on essaiera. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, oui. Mm. ça marche. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, puis on se dit rendez-vous très très vite. Ciao! À bientôt, au revoir.